Vous écoutez Les procès de l'histoire, épisode 2. L'affaire Nicolas Fouquet. Deuxième partie. Maintenant que Fouquet est emprisonné, Colbert a besoin de preuves pour le faire condamner. Il fait donc mettre les scellés sur toutes les résidences du surintendant. À Vaux-le-Vicomte, Paris, Belle-Île et surtout Saint-Mandé et Fontainebleau, où se trouve l'essentiel des papiers de Fouquet. Colbert va surveiller attentivement toutes ces enquêtes et ces travaux de perquisition. Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur du livre Nicolas Fouquet. Il va se rendre à Saint-Mandé. Que fait-il? Ajoute-t-il des pièces compromettantes dans le dossier? Il n'en était besoin. Jean-Baptiste Colbert, intendant des finances. Sans fouiller bien loin, nous trouvâmes une traite de 120 000 livres de pension annuelle, dont le nom était resté en blanc. C'était tout simplement un pot de vin. Et la preuve que Fouquet détournait l'argent du royaume. Ce document a été apporté par les sbires de M. Colbert et disposé parmi mes propres papiers, afin de mieux me perdre. Et puis, toujours à Saint-Mandé, Colbert découvre ce qu'il n'aurait osé rêver. Glissé derrière un miroir, tout à fait par hasard, nous avons trouvé 9 plans et cartes de Belle-Île. Des documents concernant des transports d'artillerie dans la citadelle et un mémoire rédigé par Fouquet où il donne ses instructions à ses fidèles en cas d'arrestation. C'était tout simplement la preuve. Fouquet armait Belle-Île pour s'en servir de base militaire contre le roi. J'avais juste écrit ce plan pour que Belle-Île puisse me servir de refuge au cas où l'on voudrait me chasser du pouvoir. Mon malheur est de n'avoir pas brûlé ce papier, qui est tellement hors de ma mémoire et de mon esprit que j'ai été plus de 2 ans sans y penser. Toutes les pièces trouvées sont cachetées, y compris le plan de Saint-Mandé, et porté par Colbert au roi. Ayant pris connaissance des documents accablants pour M. Fouquet, j'ai décidé, afin de rechercher les abus et les malversations commis dans la finance, Louis XIV, roi de France. de créer une chambre de justice spéciale. Probablement parce que les choses ont évolué, il a des scrupules, il ne pense pas qu'il puisse lui-même condamner à mort. Lucien Belly, auteur et historien. Il ne peut pas faire sa justice tout seul. Donc, un tribunal. Mais dont Colbert se charge personnellement de la composition. 22 juges à choisir. En évitant soigneusement tout partisan de Fouquet. La présidence d'honneur revient au chancelier Séguier. Séguier me déteste. Et les autres? Au mieux des impartiaux, au pire, des dociles, sensibles aux sirènes du pouvoir. On veut ma perte. Lors de la séance inaugurale de la Chambre de justice, Fouquet est accusé de malversation financière, le péculat, et de crime d'État contre le service de Louis XIV, le crime de lèse-majesté. Avec l'accusation de crime d'État, c'est ma vie qui est en jeu. Or, cette chambre de justice est incompétente pour ce type d'accusation. C'est un abus de pouvoir, purement et simplement. Commence la procédure judiciaire. Elle va durer 34 mois, pendant lesquels l'accusation et les colbertistes vont tâcher de prouver par tous les moyens possibles la culpabilité de Nicolas Fouquet. Mais celui-ci et les siens défendront avec l'obstination du désespoir ses droits et son innocence. Car c'est bien la peine capitale que risque Fouquet. Oui, je risque la mort, et ne peux me défendre sans avoir l'opportunité de consulter les pièces du dossier, les lettres et les dépêches du cardinal. Comment me défendre sans avoir la possibilité de consulter mes conseillers juridiques? Heureusement, je sais pouvoir compter sur ma femme, ma chère Marie-Madeleine. Elle va avec le reste de la famille. Ils vont tous faire bloc pour essayer d'obtenir la libération ou une atténuation de peine pour Nicolas Fouquet. Puisque ses droits à se défendre sont bafoués, lui, sa famille et ses amis vont se tourner vers l'opinion publique en publiant de véritables plaidoyers en faveur de l'accusé Fouquet. Au début de l'affaire, l'opinion était acquise au roi et à Colbert contre ces méchants gens de finance. Mais à partir du printemps 1662, la tendance s'inverse, grâce entre autres à la publication d'un document nommé « Discours au roi par un de ses fidèles sujets sur le procès de M. Fouquet »,
écrit de sa cellule à la Bastille, secrètement par Paul Pélisson. C'est un poète, un ami de Fouquet, un protestant, et arrêté, enfermé à la Bastille, il va écrire un mémoire pour défendre son ami. Et ce mémoire, qui est une sorte de supplique au roi, va être diffusé, et l'opinion va peu à peu s'intéresser au procès Fouquet. Et on le voit bien, c'est progressivement que les esprits se sont libérés, que l'opinion publique se mobilise, que les amis de l'ancien surintendant sont présents, trouvent des arguments, et que lui-même, qui est un juriste hors pair, va lutter pied à pied sur le plan juridique, face à des juges qui sont très embarrassés par ses répliques, parce qu'ils parlent le même langage. Oui, nous parlons le même langage. Et je me targue même de le parler mieux qu'eux. N'étais-je pas à leur place il n'y a pas si longtemps ? Il n'en faut pas plus qu'une belle éloquence pour apprivoiser ces messieurs les magistrats. Et puis j'écris mes défenses quotidiennement dans ma cellule. Fouquet va écrire en prison un certain nombre de mémoires. Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur du livre Nicolas Fouquet. Ce sont ses défenses en réponse aux attaques du procureur Denis Talon. Eh bien, Fouquet écrit et fait passer clandestinement ces documents. Madame Fouquet les fait imprimer dans une presse clandestine, notamment à Montreuil. Cette imprimerie de Montreuil fait merveille, à la barbe des sbires de Colbert. Mais on me le fait payer très cher, me privant de tout. Et surtout d'avoir accès à mes avocats. Et donc, sa famille multiplie les requêtes pour le respect des droits du surintendant. Le 2 octobre 1662, le roi cède. Oui, c'est un comble. Maintenant, M. Fouquet confère dans sa cellule avec ses avocats. Jean-Baptiste Colbert, intendant des finances. Et la procédure traîne en longueur. Que va-t-on croire ? Dans les cours européennes, si l'on me voit bien en peine d'arriver au bout de cette affaire. Louis XIV, roi de France. Il faut en finir au plus vite. Guidé par le désir d'en finir, c'est Louis XIV qui, faisant fi des us et coutumes, va choisir lui-même les 2 rapporteurs du procès, Le Cormier de Sainte-Hélène et Olivier Lefebvre d'Ormesson. Leur rôle, faire les propositions de peine, ce qui leur donne un pouvoir considérable pour peser sur le jugement final. C'est donc un choix décisif, et l'un des 2 rapporteurs va changer le cours de l'affaire. d'Ormesson était un homme intègre, attaché à la justice, aux bonnes règles de la justice, et qu'il va s'apercevoir tout au long du procès des manœuvres de Colbert, des pressions inadmissibles faites sur les juges. D'Ormesson, c'est un peu l'homme qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire qu'il représente ces juges qui vont se faire leurs propres sentiments. Lucien Belli, auteur et historien. Et qui vont appliquer en quelque sorte les règles de la justice royale à ce cas-là. Je suis un magistrat dont le seul souci est le respect du droit, sous toutes ses formes. 20 mois après son arrestation, Nicolas Fouquet est transféré à la Bastille. C'est sa 4e prison. Il y poursuit la rédaction de ses défenses commencées à Vincennes. De son côté, d'Ormesson montre vite qu'il n'est pas celui qu'escomptaient Louis XIV et Colbert. J'ai étudié minutieusement les pièces du dossier. Et j'ai découvert des falsifications commises sur au moins 2 documents. Des fausses en écriture sur des registres et le versement de 120 000 livres maquillés pour faire croire que la somme était destinée à M. Fouquet. Maquillés ? Ne sont-ce pas des détails quand on mesure les immenses sommes d'argent qui ont disparu des caisses de l'État au profit de M. Fouquet ? Les découvertes de M. d'Ormesson me sont très favorables. Elles prouvent que l'accusation de péculat ne tient pas. Le trouble est parmi les juges. L'opinion publique, scandalisée. Colbert, lui, inquiet, décide de faire pression sur ce juge intègre en utilisant de sordides moyens de rétorsion. Il m'ôte l'intendance de Soissons et fait pression sur mon père en lui répétant les plaintes du roi contre les lenteurs de la procédure. Mais mon père est un honnête homme de 80 ans, et ce n'est pas à cet âge-là qu'il va se laisser faire. Et moi non plus.
Ce n'est pas un monsieur Colbert qui impressionnera des dormeçons. Le vendredi 14 novembre 1664, au matin, Fouquet est escorté par d'Artagnan et ses mousquetaires depuis la Bastille jusqu'au grand arsenal où a lieu le procès. L'incertitude est à son comble pour ce premier jour où, d'emblée, Fouquet refuse de s'asseoir sur la sellette de bois usuelle et de reconnaître les compétences de la cour. Comment ? En ma qualité d'ancien ministre, pouviez-vous imaginer que je puisse m'asseoir sur une sellette de bois si basse ? Comment prêter serment à une cour dont je ne reconnais pas les compétences ? J'ai été procureur général et dois donc conserver tous les honneurs et privilèges liés à cette fonction. C'est une question de principe. Il va se révéler extrêmement brillant, extrêmement tenace, retors. Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur du livre Nicolas Fouquet. Il va charmer les juges, tout en essayant de parer les coups. Alors à ce moment-là, il dira... Je ne me souviens plus bien, c'était loin. Ah, ça, c'était mon commis, Delorme, moi, je m'en suis pas occupé, c'était pas moi. Ça, c'est Mazarin qui le voulait, qui l'exigeait. Et surtout, il a une parfaite maîtrise de la technique financière. Il est à la fois juriste, bon juriste, et il sait voir tous les failles de l'attaque et de l'accusation, et en même temps, très bon financier. Fouquet, tout en séduction, montre un visage rieur et paraît très sûr de lui. Par contre, Séguier, le président nommé par Colbert, montre d'évidents signes de faiblesse. Comment Séguier peut-il être à ce point dépassé par la technicité des débats ? Jean-Baptiste Colbert, intendant des finances. S'engager dans des joutes oratoires, perdu d'avance, voir s'assoupir dans son fauteuil. Quel regret de l'avoir nommé. Furieux de la tournure que prend les débats, Louis XIV convoque Séguier et le sermonne. Je l'ai prié de changer de méthode, qu'il cesse ses joutes oratoires, dans lesquelles Fouquet est bien plus à l'aise et brillant que lui. Monsieur Fouquet sait que l'art oratoire est essentiel pour ces gens de robe longue, habitués des prétoires et des envolées théâtrales. Si, sur l'accusation de malversation financière, Fouquet semble bénéficier au moins du doute, il n'en est pas de même en ce qui concerne le crime de lèse-majesté. Cette fois-ci, l'accusation est à la hauteur. Elle insiste sur le point faible de la défense du surintendant et énumère les chefs d'accusation. Fortification de Belle-Île. Plan de rébellion ouverte et généralisée. Tentative d'attirer dans son parti des gouverneurs de place et de province. Projet de se constituer une flotte. N'est-ce pas considérable ? Tout de même. C'est plus qu'accablant pour lui, c'est terrible. Mais il va aussi, là, se défendre très habilement, en disant, voilà, c'est un songe, c'est une rêverie. Mazarin voulait me renvoyer, et je n'ai voulu que me préserver. Et puis ce plan de Saint-Mandé fut certes une folie, une extravagance, mais non pas un crime d'État. Quand Séguier, qui est acharné sur ce chapitre, va pousser un peu trop loin la pointe, à ce moment-là, Fouquet va lui dire « Mais dites donc, qu'est-ce qu'un crime d'État ?» Un crime d'État, c'est quand on occupe une fonction importante, qu'on a la confiance et le secret du prince, et que tout d'un coup, on se met à le trahir, qu'on engage sa famille, ses amis dans cette trahison, qu'on ouvre ses villes aux armées ennemies et qu'on s'oppose à celles de son roi. Voilà ce qui s'appelle un crime d'État. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Il vise d'une part Séguier, qui avait tourné sa veste pendant la Fronde, et le gendre de Séguier, le duc de Sully, qui avait ouvert les portes de la place de Mantes. Tout le monde, évidemment, parmi les juges, savent très bien ce à quoi il fait allusion. Et Séguier est ridiculisé, Séguier ne sait plus où se mettre, et donc il a mis presque les rieurs de son côté. Nicolas Fouquet a-t-il convaincu à l'issue de ces 2 années de procédure qui s'achèvent et où il en est réduit à attendre une sentence par laquelle sa vie est mise dans la balance? J'attends les réquisitoires et le jugement avec sérénité. J'ai dit ce que j'avais à dire, fait ce que j'avais à faire. Il ne me reste plus qu'à prier Dieu et à attendre le jugement. Je m'isole. J'affecte une grande réserve. Je ne parle point, mais j'écoute.
Les juges savent ce que le roi veut. J'attends que l'on juge suivant mes désirs et mes ordres. Dans tout le pays, comme à la cour, c'est l'incertitude la plus complète qui règne dans l'attente des conclusions des deux rapporteurs, d'Ormesson et le Cormier de Sainte-Hélène. Celui-ci, appâté par la promesse de Colbert d'une charge de président au sein des parlements, fait un réquisitoire très sévère. Il considère que donc il est coupable de péculat, coupable de crime de lèse-majesté. Il a subi sans nul doute l'influence de Colbert. Le Cormier de Sainte-Hélène a donc joué son rôle à merveille. Pour lui, le coupable mérite la mort. Je sens l'ombre de la mort sur moi. À quoi tient la vie d'un homme ? À quoi tient la vie d'un homme ? En l'occurrence, pour Nicolas Fouquet, sûrement à monsieur Olivier d'Ormesson, qui, s'il propose une autre peine que la mort, voulue par le Cormier de Sainte-Hélène, offrira aux 22 juges la possibilité de s'exprimer en votant pour choisir entre la mort et une peine réduite. Au sujet du crime de péculat, je conclus que les preuves ne sont pas entières et l'on ne peut tabler sur des faits précis. Quant au crime d'État, il n'atteint pas la gravité qu'on a voulu lui donner. Ce ne fut qu'une simple pensée, fort méchante, indubitablement, mais dépourvue du moindre commencement d'exécution. Je propose donc la peine de bannissement perpétuel et la confiscation de ses biens. Il ne suit pas cette idée que l'on voulait avancer, qu'il y avait crime d'État et que par là même, la mort s'en suivait. Et oui, Olivier d'Ormesson, bravant les directives royales, n'a écouté que la voix du droit et de la justice. Quel courage, quelle abnégation qu'il n'a pas fini de payer. J'apprécie à sa juste valeur le courage de monsieur d'Ormesson. Beaucoup dans ce royaume seraient bien avisés à en tirer leçon. Maintenant, il me faut attendre, sereinement, prêt à tout, mon âme et mon corps entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Non, plutôt entre celles des 22 juges qui doivent, après 2 années de combats juridiques acharnés, se prononcer en choisissant soit les conclusions de d'Ormesson, soit celles de Le Cormier de Sainte-Hélène. D'un côté le bannissement, de l'autre la mort. « 22 juges donc, sur les 22, 9 se prononcent pour la mort et les 13 autres pour le bannissement avec des modalités plus ou moins différentes. » Fouquet échappe donc au bourreau. Et c'est une brillante victoire pour lui, sa famille, ses amis et l'opinion publique. Et un terrible camouflet pour le roi. Et pour Colbert. Un camouflet. Comme vous y allez. Non. Monsieur Fouquet est épargné. N'est-ce pas la preuve que je n'ai pas le pouvoir, qu'on me prête d'avis de tout à chacun d'influencer la justice ? Oui, c'est un camouflet pour Colbert et évidemment pour le roi. À l'écoute de cette sentence, je suis fort contrarié. Croyez bien que si M. Fouquet avait été condamné à mort, je l'aurais laissé mourir, sans hésiter. Les juges ont su entendre mes arguments et suivre cet honnête homme qu'est d'Ormesson, qui a su déceler le vrai du faux dans ce procès à charge et résister aux intimidations, chantages et corruption de Colbert qui voulait obtenir ma tête. Oui, si Fouquet échappe au bourreau, c'est bien grâce à Olivier d'Ormesson, qui, de plus, sans le vouloir, s'est acquis auprès du peuple un respect et une notoriété considérables. J'ai dû barricader ma porte afin d'éviter d'être porté en triomphe. On me célèbre. Je suis celui qui a résisté à la tyrannie. Alors que je n'ai fait qu'appliquer la loi. Je ne laisserai pas des juges, quels qu'ils soient, mettre en péril le royaume et moi-même. Je suis Louis le XIVe, et j'entends que ma volonté soit respectée. En effet, Louis XIV ne peut accepter cet affront du tribunal et laisser libre à l'étranger un homme potentiellement dangereux pour son pouvoir. Il décide donc, sur les conseils de Colbert, de changer la sentence du tribunal.
j'ai décidé de commuer la peine de bannissement à perpétuité en une peine de prison à vie à la forteresse de Pignerol, dans les Alpes. De fait, le bannissement punirait davantage la France que l'accusé, car il laisserait libre un esprit factieux et mouvant qui pourrait tout entreprendre contre nous. J'agis en roi. Il faut bien voir que pour Louis XIV, le bannissement était très dangereux. L'idée qu'il puisse continuer à vivre à l'étranger. Fouquet connaissait des secrets très importants de l'État. Il avait participé au conseil du roi pendant des années. Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur du livre Nicolas Fouquet. Il était dangereux d'envoyer quelqu'un à l'étranger qui aurait pu être le centre de ralliement d'une opposition. Jamais je n'aurais intrigué de l'étranger contre mon souverain, contre mon pays. Mais à entendre l'enthousiasme populaire envers moi, les foules qui partout m'acclament en héros, je comprends la décision du roi. Il n'avait guère le choix. Et oui, l'on craint un soulèvement populaire en faveur de Fouquet. Il est devenu un symbole de l'arbitraire royal. Et moins de 3 heures après la lecture de la sentence, une voiture, escortée de 100 mousquetaires à cheval, quitte la Bastille et emporte le surintendant déchu vers les Alpes, jusqu'à la citadelle de Pignerol, oubliette d'un siècle qui sera celui du roi Soleil. L'ex-surintendant Fouquet passera les 16 dernières années de sa vie isolé, en captivité. S'il peut enfin revoir sa femme, ce n'est que peu de temps avant qu'il succombe d'une crise d'apoplexie à l'âge de 65 ans. Olivier Lefebvre d'Ormesson ne sera jamais pardonné par Louis XIV et se retirera en son domaine d'Amboile, en Picardie, où il mourra à l'âge de 70 ans. Colbert deviendra le ministre fameux de Louis XIV, qui s'est inscrit dans les livres d'histoire. Il cumulera les charges de contrôleur général des finances, secrétaire d'État à la Maison du Roi, à la Marine, mais jamais il n'arrivera à mettre en place un système fiscal débarrassé des compromissions des anciennes méthodes de Fouquet et Mazarin. Quant à Louis XIV, l'affaire Fouquet marque le début d'un règne sans partage du souverain, qui deviendra le plus puissant de son époque et qui fera du château de Versailles, qui doit tant aux idées de Fouquet, le symbole de son rayonnement et de celui de la France. Vous venez d'écouter Les Procès de l'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Procès de l'Histoire, l'affaire Nicolas Fouquet est un podcast coproduit par Ingem Productions et Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les Procès de l'Histoire, coproduite par Ingem Productions et Synapas Télévision, avec la participation de toute l'histoire, imaginée et réalisée par Guylain Vidal et écrite par Stéphane Brizard, Stéphane Miquel et Guylain Vidal. Avec Bruno Fleury dans le rôle de Nicolas Fouquet, Pascal Néron dans le rôle de Louis XIV, Hugues Massigna dans le rôle de Jean-Baptiste Colbert et Jean-Charles Delhomme dans le rôle d'Olivier d'Ormesson. Historien, Lucien Belly et Jean-Christian Petit-Fils. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.